Aujourd'hui dans Les Ambassadeurs, après les attaques chimiques à Douma, les frappes occidentales en Syrie orchestrées par Washington en collaboration avec Paris et Londres vont-elles changer la donne en Syrie? À l'heure où des missiles auraient été interceptés dans la région de Homs, quelle sera la réponse de Poutine? Va-t-on vers un conflit généralisé? Israël fête cette semaine ses 70 ans. Après des années de guerre et sur fond de conflit israélo-palestinien, l'existence du pays est-elle encore une question? Vers quel avenir se dirige-t-on? Un État ou deux États? De nouvelles alliances secrètes peuvent-elles dessiner un nouveau paysage régional? Deux thèmes, 4 ambassadeurs et une voix, Léa Landman. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouveau numéro des Ambassadeurs. Avec nous aujourd'hui, Maurice Iftergan, vous êtes journaliste sur i24 News. Rémi Daniel, vous êtes chercheur à l'Université hébraïque de Jérusalem. Freddy Ethan, vous êtes directeur au Centre des affaires publiques de Jérusalem. Et Daniel Ben-Simon, vous êtes journaliste et ancien député travailliste. Alors, premier thème ce soir, attaque coordonnée en Syrie. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont lancé des frappes aériennes contre 3 cibles liées au programme d'armement chimique syrien en réponse à l'attaque chimique perpétrée par les forces syriennes. Alors, attaque symbolique ou tolérance zéro aux armes chimiques? Freddy Ethan. Écoutez, cette attaque coordonnée et simultanée entre 3 puissances, 3 membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire une réaction de la communauté internationale. Et c'est tout à fait légitime, contrairement à ce que pensent les Russes, qu'il y a eu une violation donc de la loi internationale. Je crois que cette intervention est venue était un peu tardive, dans le sens où on aurait pu attendre des Occidentaux une intervention dès le déclenchement donc de la guerre civile en 2011. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous nous trouvons dans une situation où il y a l'escalade. L'escalade où il y a, je dirais même, une guerre ouverte avec l'Iran, Israël, mais aussi, il faut dire que les États-Unis ne sont pas toujours satisfaits de retourner donc sur le sol syrien, et il y a ici et là une valse hésitation de la part du président Trump. Donc cette attaque était importante, il fallait marquer le coup contre des armes chimiques au moment où nous-mêmes, Israël, a commémoré à la fois la Shoah, et donc nous savons très bien ce que peuvent faire des armes chimiques, et donc dans ces conditions-là, je crois que nous pouvons être satisfaits de cette attaque, mais contrairement à ce que pensent les autres, je crois que d'une part, on n'a pas délogé le président Assad, les réfugiés syriens sont toujours en fuite, il n'y a pas eu de départ des Russes, et en plus, les Iraniens sont toujours sur place et dans les mêmes bases que nous connaissons évidemment en Syrie. Rémi Daniel, vous êtes d'accord? Plutôt symbolique comme attaque, même si important? Oui, je suis d'accord sur le fait qu'elle est symbolique, et je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne pense pas que le vrai objectif de cette attaque ait été de réagir à une attaque chimique. Les attaques de Bachar al-Assad contre son peuple, en utilisant notamment des armes chimiques, ça n'est pas la semaine dernière que ça a commencé, ça fait à peu près 7 ans que ça dure, et jusqu'ici ça n'a jamais servi de prétexte pour lancer une attaque. Ce qui a changé... Une fois les États-Unis quand même. Une fois les États-Unis, mais ce qui a changé le mois dernier, c'est moins la situation en Syrie que la situation internationale, et notamment le fait que les tensions entre l'Ouest et la Russie sont devenues de plus en plus importantes, de plus en plus violentes, avec ce qui se passe en Angleterre, avec l'accusation que le gouvernement anglais fait contre les Russes en disant que ces derniers auraient empoisonné quelqu'un sur leur territoire, les tensions aussi entre les États-Unis, Trump et la Russie, et c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre cette attaque. C'est-à-dire que l'objectif, à mes yeux, l'objectif premier de ces 3 puissances occidentales est de dire à la Russie, rappelez-vous, nous sommes peut-être un peu en retrait par rapport à la Syrie, mais nous ne vous donnerons pas, nous ne vous laisserons pas être les maîtres uniques de la situation en Syrie. Alors justement, Daniel Ben-Simon, quelle est la suite des opérations? Les États-Unis vont-ils rester sur place? Le message est passé aux Russes? On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Moi, j'ai pas aimé la rhétorique dernière du côté israélien de prendre la responsabilité sur l'attaque contre les Iraniens. Ça n'a été jamais fait de cette façon ouverte et provocatrice. On joue là dans un jeu très dangereux qui peut mener à une guerre. Le problème, c'est pas la Syrie et c'est même pas les armes chimiques, c'est la rivalité terrible avec l'Iran
Netanyahou voit en Iran les successeurs de l'Allemagne nazie, il est convaincu que si l'Iran n'est pas arrêté, l'Iran essaiera de liquider Israël et c'est une guerre ouverte. Les puissances sont là, il faut faire attention. Il faut faire attention dans cette rivalité. Qu'est-ce qui va se passer? On attend maintenant la riposte iranienne. Daniel, la confrontation a déjà débuté avec l'Iran. Non mais je sais, mais ça peut amener à une guerre totale. Et là, il faut faire attention à ce qui se passe. Et cette rhétorique au New York Times, en grand titre, Israël, on a frappé les Iraniens. On voulait tuer les Iraniens. Ça ne joue pas tellement. Alors sur ce sujet, un haut supérieur officier sans donner anonyme. On sait maintenant, ça a été à la radio, le chef d'état-major. Oui. Alors pour vous dire que je parle de cette façon israélienne qui a toujours été cachée. On frappe et on se tait. Et là, ça a été dit, c'est pas qu'on a seulement frappé. On a provoqué pour avoir une riposte iranienne. Alors justement sur ce sujet, on va écouter le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui essaye lui-même de minimiser la portée de ses frappes. On l'écoute. Si le but était de renforcer Israël ou certains États régionaux, ils ont échoué. Leurs espoirs sont brisés. Si l'objectif était de faire pression sur la Syrie et ses alliés, de précipiter la solution politique, je pense que ce qui s'est passé samedi compliquera la solution politique. Cela va aggraver les relations internationales, cela va compliquer le processus de Genève et risquer même de le couler. Les Américains savent bien qu'il ne faudrait pas aller vers une confrontation avec le régime syrien et ses alliés. Alors Maurice Ifergan, on retourne sur l'argument de Daniel Ben-Simon et on réfléchit à cette confrontation directe Israël-Iran et à ce que dit donc le chef du Hezbollah. Est-ce une menace en fait? Moi, il me semble que la confrontation a débuté le 9 février dernier lorsqu'un drone iranien a tenté de violer l'espace israélien et l'armée a bien précisé que ce drone était chargé bourré d'explosifs. Donc il s'agit bien d'une attaque. Et la première, c'est pas nous qui avons visé des Iraniens, c'est pas Israël qui a tenté de prendre en mire des Iraniens. Non, c'est l'Iran qui a attaqué la première, qui a tenté finalement de venger... Il s'est fait attraper la première, soyons honnêtes. Il est possible qu'il y ait eu des attaques israéliennes avant, plus discrètes. Mais non, mais soyons honnêtes jusqu'au bout. C'est quand même aussi un jeu et l'Iran est la première à avoir été prise sur le fait. Mais je crois qu'il y a là une situation, la donne a changé. Il faut comprendre que la situation est telle que c'est depuis plusieurs années que l'Iran, par des discours belliqueux, veut détruire l'État d'Israël. Et c'est pas une provocation, comme dit Daniel Ben-Simon, de Netanyahou. Il n'y a aucun rapport avec Netanyahou ici. Il y a l'État d'Israël contre l'Iran. C'est l'État d'Israël. Et si telle ou telle personne pense qu'il s'agit d'une politique politicienne de la part de ce gouvernement pour essayer de créer une escalade, alors vous allez trop loin. Il n'est pas question aujourd'hui, 70 ans après, de créer une tension pour des raisons politico-politiciennes. Et dans ce cadre-là, je crois que Israël a tout à fait raison de frapper, et quand il faut, et il y a eu des centaines de raids contre des convois, par exemple, du Hezbollah, quand on sait à la frontière, il y a, comme vous le savez très bien, il y a le chef d'El-Quds, c'est-à-dire le chef donc de Souleiman, Qassem el-Souleimani, qui est là sur place. Il y a eu déjà des attentats, des tentatives. Il y a le Hezbollah, et on l'a vu tout à l'heure avec Nasrallah, qui menace matin, midi et soir de lancer ses fusées, ses missiles partout, sur tout le territoire israélien. Et vous voulez que Israël se croise les bras et ne fait rien. Mais Freddy Etam, ce n'est pas que de la rhétorique. La guerre est claire. On n'est pas des belliqueux comme les Iraniens, mais nous nous défendons. Et je crois que cette position est ferme. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il faut aller vers une guerre avec l'Iran pour éliminer le nucléaire iranien? Dites oui ou non. Répondez à cette question. Est-ce qu'il faut la guerre ou pas? Si l'Iran, voilà, c'est fini. Merci. Si l'Iran possède l'arme nucléaire, Israël, il faut la guerre. Je pense quand même que là, on dévie un peu du sujet, puisque on parle, les frappes qui ont eu lieu cette semaine, les grosses frappes, c'est la France, l'Angleterre et les États-Unis. Et je crois qu'on est parti très vite sur Israël-Iran et on oublie un peu de placer ça dans un contexte un peu plus large. Et si
pour un peu lier les deux, pour lier la position d'Israël et la position des Occidentaux, je pense qu'un des effets de cette frappe, c'est aussi de rassurer les alliés des Occidentaux, et notamment Israël. C'est-à-dire que si vous regardez, quand il y a eu l'avion israélien qui est tombé en territoire syrien, Israël, le Premier ministre israélien n'a pas appelé Trump, il a appelé Poutine. Quand les Occidentaux... Oui, mais enfin, la conversation directe, c'est avec Poutine. Quand les Russes ont été accusés par le Royaume-Uni d'avoir fait cette attaque chimique au Royaume-Uni, les Israéliens n'ont pas directement condamné la Russie et ils n'ont pas... Non mais attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui, mais le Canada l'a fait, l'Australie l'a fait, les alliés des États-Unis, beaucoup l'ont fait. Pourquoi Israël ne l'a pas fait? Parce que Israël avait l'impression qu'elle était seule face à Vladimir Poutine en Syrie notamment, et que les Occidentaux n'étaient pas assez présents. Et je pense que cette attaque aussi a un rôle symbolique important, c'est que les États-Unis, l'Angleterre et la France ont voulu dire nous ne lâchons pas totalement le dossier syrien, et nos alliés, qui sont Israël, qui sont l'Arabie Saoudite, doivent le savoir, nous ne les laissons pas seuls. Alors dans ce contexte, Freddy Ethan, ou Daniel Ben-Simon d'ailleurs, comment on doit comprendre avant? Comment doit-on comprendre l'opposition qui s'exprime en Europe contre les frappes occidentales dans ce contexte? Mais je veux dire d'abord une phrase. On a deux personnes qui ont dit qu'ils sont pour la guerre avec l'Iran. Tandis que l'état-major israélien, tous les services de sécurité sont contre une guerre avec l'Iran qui peut mener à une guerre mondiale. Et ça, tout le monde le sait. Alors c'est très bien d'entendre de M. Fergan et de M. Freddy Ethan qui veulent la guerre avec l'Iran. Ça, c'est clair. Personne en Israël n'a dit de façon aussi claire. C'est inéluctable. Non, personne n'a dit d'une façon aussi claire, comme vous deux, qui veulent la guerre avec l'Iran. Non, il n'a pas dit la guerre, il a dit dans les conditions. Je crois que vous écoutez mal, vous avez un problème d'oreille. Non, mais ça, on parle pas de ça en Israël. Moi, j'ai dit de la rhétorique. On n'a jamais pris responsabilité. Et là, la responsabilité a été prise. Elle a été dite au New York Times. Et vous deux, vous voulez la guerre avec l'Iran. Non, vous je pense que non, mais on assiste à quelque chose qui répond un peu à la question de pourquoi une partie de l'opposition en France, par exemple. Attendez, non, mais laissez-moi juste finir. Vous avez pris la parole. Pardonnez-moi. Non, mais oui, donc comme maintenant je l'ai pris, je vais aller finir ma phrase. Rémi Daniel, terminez votre phrase. Freddy Ethan, tout de suite après. On a un exemple parce que vous demandiez pourquoi il y a une opposition. C'est parce que, encore une fois, quand on dit le mot guerre, il y a un certain nombre de réflexes automatiques dans une partie de la population qui est de considérer que c'est mal dans l'absolu. Et donc, c'est pour ça aussi, c'est pour ça que vous, ça vous choque sur le cas iranien, et c'est pour ça que ça choque beaucoup. Freddy Ethan. Freddy Ethan. Si vous avez écouté par exemple l'interview du président Macron sur BFM TV, il disait on n'a pas déclaré la guerre à la Syrie. À Assad. On n'a pas déclaré au régime syrien. Et même hier, le Premier ministre français a dit on n'a pas déclaré la guerre. Donc il n'y a pas de déclaration. Non, mais il y a des nuances en diplomatie et dans les relations internationales. On ne déclare pas une guerre. On a déclaré la guerre. Bush a déclaré la guerre contre Saddam Hussein. On a déclaré la guerre à Kadhafi en Libye. C'est différent. C'est différent. Laissez-moi terminer. Ne m'interrompez pas. Et donc il y a là une situation que nous devons comprendre la donne géopolitique. C'est qui est ici dans ces situations? Si nous regardons la carte, dans cette carte-là, nous voyons que l'Iran est là, essaye avec une certaine hégémonie donc de pénétrer depuis le Yémen, et on sait même jusqu'à le Maroc vers le Yémen et au Liban, donc essayer de prendre et d'essayer de revenir là. Nous n'allons pas, il faut savoir une chose, le problème parce qu'on mélange un peu tout. Mais je vais venir à ton aide. Non, une phrase, c'est important. Oui. Il ne faut pas non plus monter sur ces grands chevaux. Là, en l'occurrence, la confrontation, elle existe déjà. C'est pas nous qui la voulons, elle existe déjà. Maintenant, dire que nous voulons la guerre, il y a un cas de casus belli. Il y a un drone qui attaque. Ça a été dit. Oui, mais on est dans une situation de casus belli. Alors maintenant, dire non, on ne veut pas de la guerre. Bien sûr que personne ne veut la guerre. Est-ce qu'en 1967, quand Nasser a fait ce qu'on appelle, a bouclé donc les détroits de Tiran et a envoyé tous ses troupes sur le Sinaï, ce n'était pas un casus belli? C'était un casus belli. Et c'était un parti travailliste qui était au pouvoir. Alors sur cette question, nous allons passer il faut voir les choses d'une autre manière. S'il y a menace existentielle, l'État d'Israël sait se défendre et peut se défendre. En conclusion, quand même, on parlait de frappe occidentale contre le régime syrien. Ça nous a pris 2 minutes
pour parler de l'Iran et on n'a parlé que de l'Iran. Et je pense que c'est une vision très réductrice d'un conflit qui est beaucoup plus complexe que ça. Et malheureusement, je regrette énormément qu'on n'ait pas plus parlé d'autres acteurs qui sont tout aussi importants et qui mériteraient qu'on les considère. N'ont pas réglé depuis 2011, les Occidentaux n'étaient pas capables de régler. Et c'est pour ça que la Russie se trouve sur place. Se focaliser sur un seul acteur ne permettra pas de régler ce conflit non plus. Sur ce deuxième thème ce soir, Israël célèbre ses 70 ans alors que son existence est encore remise en question par certains pays arabes ou par l'opinion internationale, particulièrement en temps de crise avec les Palestiniens. Alors comment expliquer que les critiques de la politique israélienne tournent au débat sur son droit d'exister? Daniel Ben-Simon. Léa, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait qu'Israël est en guerre permanente d'existence. Israël n'a jamais été aussi forte depuis la création de la Bible. N'a jamais été aussi fort. Israël, ça, tous les chefs de sécurité vous diront ça, n'a jamais été depuis, je dis, c'est depuis les temps de la Bible. Alors dire qu'Israël est en train d'exister jour par jour, essayer c'est pas le cas. Et ça, cette conception réductrice de la grandeur militaire d'Israël, de la force militaire, ça donne un sentiment qu'on vit jour par jour. Ce n'est pas le cas. Israël est un pays un des plus forts. Nous vivons dans une jungle. Vous Israël est un pays, d'après ce que les experts qui sont là, et pas dans cette pièce, bien sûr, mais qui parle d'Israël de 3e, 4e puissance mondiale. Alors dire qu'Israël est en train d'exister, c'est une fête d'indépendance avec une autorité qu'on n'a jamais vue. Il y a un sentiment que quelque chose a été accompli 70 ans après. C'est un phénomène presque miraculeux. Et là, c'est ça le sentiment. Je vous accorde qu'il y a une dissonance. Il n'empêche. Mais bien sûr qu'il y a. Ça me dérange qu'il n'y ait pas de drapeau dehors. Il y a un problème chez nous. Mais le fait, sur les données d'Israël, sur la question de la survie, on est au-delà de ça. On s'occupe dans la question, vraiment des questions mondiales. Et là, s'il y a un sentiment dissonance que vous dites, les gens ne sont pas très contents. Il y a quelque chose qui les gêne. Il y a le problème au sud, il y a un problème au nord, il y a un problème avec l'Iran. Et les gens se posent la question, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on voit 70 ans après? Est-ce qu'on voit le chemin de la paix? Est-ce qu'on va vers une stabilité? Est-ce qu'on va avec une compréhension avec nos voisins ou peut-être que dans quelques semaines, il y aura une guerre? Et c'est ça le sentiment qui dérange les Israéliens. J'étais d'accord avec vous sur le début. C'est vrai que par exemple, sur l'ouverture de l'émission, ça m'a énormément marqué puisqu'on dit, vous dites même dans cette émission, faites 70 ans après des années de guerre et avec le conflit comme contexte. Et c'est vrai que c'est extrêmement réducteur parce que Israël a quand même une réalité qui est bien plus variée et bien plus riche que seulement être un pays en conflit et en guerre avec les Palestiniens. Là où après vous avez un peu dévié, c'est qu'on a reparlé de l'Iran en 2 minutes, donc Tchad, et surtout vous dites la solution est la paix. Je pense quand même encore une fois, si on parle des 70 ans de l'État d'Israël, on peut rendre hommage au fait que la réalité israélienne est complexe, elle est variée et que l'Israélien moyen, quand il se lève le matin, il ne se pose pas la question de la guerre ou de la paix, il se pose la question de comment il va réussir, comment il va avoir une voiture, une maison, et finalement cette normalité qui est en train de s'installer en Israël est finalement peut-être la réussite principale d'Israël et la nier est problématique. Pour répondre à votre question, c'est vrai que vous dites que il y a encore un certain problème de légitimité, notamment dans certains pays arabes ou dans la communauté internationale, vis-à-vis d'Israël. Je serai encore une fois d'accord avec vous. Il y a quand même un progrès énorme. Israël est en paix avec 2 pays arabes. Et Israël, même l'Arabie Saoudite, commence à faire des signes vers Israël. Donc, la situation n'est pas parfaite, mais la tendance est plutôt positive. Freddy Ethan, vous pensez que cette légitimité dépend des frontières? Vous pensez que c'est d'un autre ordre? Non, il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a une délégitimation d'Israël dans le sens où, par exemple, il y a des mouvements BDS. Et il y a aussi, on nie l'existence même d'Israël, comme le Hezbollah, ou comme le Hamas, ou comme l'Iran, et d'autres pays musulmans. Elle existe toujours. Israël continue, et il faut le dire, 70 ans après, il y a eu des miracles, effectivement. Et 70 ans après, nous pouvons être fiers et heureux de vivre en Israël. Nous pouvons, par amour d'Israël, par la gloire de l'État d'Israël, voir de cette manière qu'Israël a accompli effectivement des projets miraculeux.
vertigineux. Et on le sait dans tous les domaines, sur le plan économique comme sur le plan de high-tech, des start-up, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a, je crois, un flottement chez les Israéliens, y compris chez Daniel Ben-Simon. Daniel Ben-Simon va répondre tout de suite. Il provoque l'Iran. Vous aurez la parole tout de suite, Daniel. Et comme d'autres, c'est-à-dire il y a hésitation. On ne doit pas hésiter. Quand on vit en Israël et quand on est entouré d'ennemis, on doit être déterminé d'une part et avoir cette confiance, cette foi qu'on peut continuer, évidemment, et trouver les moyens de vivre et non pas de survivre. Daniel Ben-Simon. Une phrase, Léa. Il faut un projet. C'est un pays extraordinaire, Israël. C'est un pays qui accomplit tout, à 100%. Mais il faut un projet. Mon projet, c'est la paix. C'est donner aux Israéliens un sentiment. Tu me déranges maintenant, tu me déranges. C'est vague. Monsieur l'ambassadeur, ex-ambassadeur. Je veux dire, je parle à Léa. Daniel, il faut un projet idéologique, un projet politique, un projet qui unit les Israéliens. Et je crois que 70 ans après, ça prendra encore quelques années, mais on va vers cette normalité et avec nos voix. Daniel Ben-Simon, un État ou deux? Il faut bien sûr 2 États, mais tant que qu'il n'y a pas de solution pour 2 États, on va vers un État. Mais je voudrais que dans le jour de la Yom HaZikaron, le jour du souvenir, dans 10-15 ans, il n'y aura pas de parents israéliens qui viendront voir leur fils qui vient de perdre. Je veux ce sentiment que les parents ne se séparent pas de leurs enfants. Je veux une réalité peut-être utopique. Rémi Daniel, allez-y. Maurice Hypergant tout de suite après. Entre vous deux, mais juste aussi pour revenir à la question de pourquoi est-ce que je peux pas du tout. Rémi Daniel, allez-y. La paix est un mot noble. La paix est un mot noble. Donc la paix est importante. Merci pour ces 5 minutes de grand conseil très large. J'aimerais revenir un peu sur les pieds sur terre. On n'a pas les miracles, on n'a pas les paix. Un instant. On a essayé la paix. D'accord, vous avez essayé, très bien. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à la question de la délégitimation d'Israël. Je pense aussi qu'Israël souffre de son succès, et notamment du fait que Israël est une démocratie et Israël respecte les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'un journaliste en Israël peut agir totalement librement. Un militant de gauche, un militant d'Amnesty International, si il est envoyé en Israël ou s'il est envoyé à Djibouti, ça n'est pas exactement la même chose. En Israël, il pourra agir librement, il ne risque rien, et en plus, comme le pays est libre, c'est un attrait un peu plus important. Donc, je voudrais dire aussi qu'un certain nombre d'opposants d'Israël, notamment de la gauche, qui cherchent des injustices et qui pensent les trouver chez les Palestiniens, c'est lié aussi au fait que pour eux, de manière un peu paresseuse, de manière un petit peu lâche, se concentrer sur Israël, ça leur permet de se concentrer finalement sur un pays qui ne les attaquera pas physiquement, qui les laissera agir et finalement qui leur donne l'opportunité de s'exprimer librement. Et ça, je pense que dans ce sens, Israël paye le prix de sa démocratie, paye le prix de son respect des droits de l'homme, mais je pense que c'est un prix que nous devons être prêts à payer pour sauver les principes qui ont dirigé le Absolument d'accord. Je voudrais ajouter quelque chose avec notre ambassadeur et notre ex-député. Mesurer la légitimité de l'État d'Israël par rapport au discours de ses ennemis, ça porte un nom en Israël. Ça s'appelle le complexe de Masada. Et je pensais que ce complexe, on l'avait un peu dépassé, on l'avait un peu surmonté. Le syndrome. Le syndrome de Masada, si vous voulez. Et je pense que, malheureusement, je vois que non. Je vois qu'on continue à discuter. Nos ennemis, on ne nous aime pas à l'extérieur. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Mais il faut dire c'est pas une question d'amour, hein. Locataire un peu partout dans le monde. On est devenu propriétaire. Ça fait seulement 70 ans. Ça prend du temps. Ça prend du temps de comprendre la complexité, ça prend du temps de surmonter les syndromes, de surmonter les complexes, de surmonter cette façon de voir à chaque fois les jours de souvenirs qui sont beaucoup plus importants que les autres jours de joie. Et là, c'est Israël, c'est la joie d'une part, et c'est aussi la mélancolie. Et ça se mélange. Et c'est pour ça que le peuple israélien, et je dirais même le sionisme, est toujours vivace. Dans ce sens-là, que nous pouvons continuer encore plusieurs années dans des conditions beaucoup plus... Il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Il faut être optimiste et non pas dire que tout est chose. Maintenant, ce qu'il dit, c'est un complexe qui est pas très... C'est vrai, ce complexe d'être juif persécuté à vie.
On n'est pas dans ce cas. Non, pas du tout. Israël est un patron. Mais depuis la création de l'État d'Israël, on n'est plus. Mets-toi ça en tête. C'est fini le complexe de Masada. Tu es un homme libre. Et Freddy, tu pourras sortir de ce studio libre. Personne ne va t'arrêter. Il n'y a pas de camp autour de nous. Et ça, Rémi Daniel, la question de la fin. Où sera Israël dans 70 ans? Bon, vous avez un peu l'habitude, vous avez balancé très rapidement 1 ou 2 États maintenant, ou dans 70 ans. C'est un peu compliqué. Je pense quand même qu'il y a une tendance dans la population israélienne de changer le focus de ses intérêts et de ses inquiétudes. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les inquiétudes principales venaient de la situation géopolitique, de la situation régionale, de ses rapports avec ses voisins. Et là, bien qu'il n'y ait pas de paix, chez beaucoup d'Israéliens, la sensation que la situation est réglée dans un statu quo vivable. C'est-à-dire qu'avec la construction de la barrière de sécurité, avec la sortie de Gaza, qui est plus problématique, beaucoup d'Israéliens ont l'impression que ce n'est plus un problème de leur quotidien. Et maintenant, on voit apparaître des sujets comme les inégalités sociales, la question des réfugiés, la question... On l'a posé sur 70 ans prochains, donc... Non, mais donc je pense... Oui, mais attendez, vous avez parlé des miracles, vous ferez votre discours à la fin, moi je continue. Et donc, l'idée, c'est que je pense quand même qu'Israël est en train, petit à petit, de se retourner vers elle-même, et je pense qu'il va y avoir enfin un certain nombre d'améliorations économiques et sociales qui ont été repoussées à cause de la situation de guerre dans laquelle était le pays. Et donc finalement, je reste assez optimiste, même s'il y a un certain nombre de défis, comme nous le savons, avec l'intégration notamment des Arabes israéliens et des ultra-orthodoxes. Je pense que maintenant, Israël est plus prêt à faire face à ces défis et à y trouver une solution. Alors merci messieurs, nous devons malheureusement clore ce débat houleux. Merci d'avoir participé à ce numéro des ambassadeurs sur i24 News, que vous pouvez bien sûr revoir en replay sur i24news.tv. Et nous, on se retrouve mardi prochain à la même heure pour un nouveau numéro des ambassadeurs.